Voilà. Et donc, il expliquera un petit peu en quelques, en quelques slides son métier, quelle est la situation économique actuelle après déconfinement. Et bien entendu, vous pouvez poser des questions à tout moment. Vous utilisez l'onglet questions-réponses. Donc, je me chargerai de récupérer vos questions et, euh, et je pourrai lui relater ou bien je lui poserai moi-même aussi quelques questions. Donc, nous voici partis ensemble pour une petite heure. Alors, je vous souhaite une bonne conférence et je souhaite la bienvenue à M. Richie Rome dans ce webinaire et au sein du C2IA. Merci Richie, à toi la parole. Le micro, on n'entend pas. Nickel. Ouais. Vous m'entendez, nickel? Bon. Bonjour, merci Eric. Merci Eric. Bonjour à tous. Comme Monsieur Petricien l'a dit, Eric, à vrai dire, je vais présenter rapidement Air Consulting, faire un petit point sur la situation économique à l'heure actuelle en France, sachant que automatiquement ça a un lien sur le financement et l'accompagnement des projets en Martinique. En quoi notre cabinet peut vous accompagner. Et aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Et comme M. Petricien l'a dit, il fera le relais des questions et on prendra un moment aussi pour pouvoir échanger les questions-réponses. D'accord? Alors, Richie, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas tout seul. Donc, En il effet, serait bien de présenter. Voilà. en effet, je suis avec M. Aglaé qui est avec moi, qui m'accompagne sur un certain nombre de projets. Et justement, à un certain moment, il va intervenir pour justement expliquer là où il pourra et vous accompagner avec moi sur. En tout cas, bienvenue, Monsieur Aglaé. Merci. Alors, rapidement, il faut savoir que cabinet Air Consulting, c'est une activité. Alors, je suis ingénieur financier. L'ingénierie financière englobe un certain nombre d'activités, dont l'optimisation des sociétés, le conseil patrimonial des professionnels et des particuliers. Pour cela, il faut être enregistré à l'OIAS. Alors, c'est l'autorité de tutelle et de contrôle, justement, et des intermédiaires financiers. Alors, pour tous ceux qui souhaitent vérifier, justement, de la véracité, vous pouvez aller sur le site de l'OIAS, oias.fr, pour vérifier si je suis bien inscrit. Alors, le cabinet Air Consulting, nous sommes un petit cabinet à taille humaine. On se situe sur Rivière-Salée. On a un local qui se situe à la zone de la Logée. Si vous connaissez, c'est derrière le Carrefour Market. À vrai dire, on reçoit sur rendez-vous, mais depuis Covid, on a pu constater qu'on faisait de plus en plus de rendez-vous à distance. Alors, c'est un cabinet 100% digital, la possibilité de faire pas mal de choses à distance, dont les signatures électroniques, l'accompagnement des clients via Visio et avec la dématérialisation, avec un certain nombre d'éléments qui seront envoyés aux clients par les mails, voire dématérialisés. Depuis le déconfinement, alors près de 60% des rendez-vous se font en visioconférence. C'est beaucoup plus simple aussi pour un certain nombre d'entre vous qui sont parfois et qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer suite à leur emploi du temps et à leur activité. Alors, je donnerai quelques chiffres clés par rapport à l'activité. Alors, elle a été créée en 2016. Alors, depuis 2016, on s'était consacré surtout sur la partie optimisation des projets et recherche de financement pour les clients. Nombre de partenaires, alors pour tout ce qui touche le financement en immobilier, le cabinet reçoit près de 9 partenaires sur le financement immobilier, sachant qu'il y en a d'autres partenaires qui vont sur tout ce qui touche le regroupement ou le rachat de crédit. Partenaires en assurance, 21, et ça ne cesse d'augmenter selon aussi les spécificités de chacun, par exemple l'assurance dommage ouvrage ou encore l'assurance crédit.
des partenaires sur les projets d'optimisation. Alors, à vrai dire, c'est sûr que sur certains projets, j'ai besoin de d'autres compétences. Par exemple, sur les dossiers de subvention, sur un certain nombre de dossiers, on a besoin, par exemple, de se faire accompagner, par exemple, d'experts comptables, de cabinets qui sont indépendants et qui viennent justement en lien avec l'optimisation des projets. À savoir, en 2019, en termes d'encours financiers, on est sur un montant à peu près de 8,7 millions, c'est-à-dire accompagner pro particuliers sur des missions de courtage, sur la partie courtage en crédit. Alors, prévision pour 2020, alors on espère faire mieux. Plus on va et plus justement on constate que les clients ont besoin d'accompagnement sur des missions de courtage. Objectif 10 millions 8 à financer. On constate depuis la création du cabinet qu'il y a de plus en plus de clients qui vont vers des projets d'optimisation. Quand on parle d'optimisation, on parle d'un projet global. C'est-à-dire souvent, on a des particuliers qui sont des particuliers sur un financement. Et finalement, après discussion, on constate que par rapport aux objectifs du client, on va sur des projets qui sont plutôt pro. Alors du coup, ce sont des clients qui sont souvent transformés en clients professionnels. Alors, entre 2018 et 2019, on est passé à plus de 17,6% de projets d'optimisation. Il y a clairement des structurations à faire. Chose qui fait que finalement, la partie pro prend de plus en plus de place dans mon activité. Si on prend pour 2020, depuis janvier 2020, la répartition est la suivante. En bleu, vous pouvez constater que le marine, c'est les projets particuliers, c'est-à-dire on garde quand même une proportion qui est importante de clients particuliers qui se font accompagner sur leur recherche de financement, mais aussi de l'accompagnement patrimonial sur les projets immobiliers. Le pro qui gagne de plus en plus de place, pourquoi? Parce que quand on est investisseur immobilier, on cherche aussi l'optimisation et la rentabilité. Et ensuite, quelques projets d'association, soit d'optimisation ou de recherche de financement. À mon actif, du moins l'année dernière, il n'y en a eu que 2. Une petite question. Oui. Est-ce que Air Consulting est en mesure d'accompagner des porteurs de projets qui sont sur le territoire national, qui veulent investir aux Antilles? Et est-ce que vous pouvez, à l'inverse, accompagner des porteurs de projets ici pour des investissements sur le territoire national? Alors, à vrai dire, à l'heure actuelle, on a déjà un certain nombre de partenaires et un certain nombre de clients qu'on accompagne justement pour le premier type de clients que vous avez cité. Ce sont des clients qui sont sur la métropole. Là, j'ai un client qui est en Belgique qui investit en Martinique. Oui, c'est déjà le cas. Dans le sens inverse, on a un certain nombre de partenaires qui financent la métropole, mais tout dépend des conditions. À vrai dire, c'est au cas par cas. Par exemple, j'ai fait de la défiscalisation pour un certain nombre de clients en métropole. Pour cela, il faut un certain nombre de conditions par rapport au type de projet, la visibilité, il faut que ça soit bien conçu, tout simplement. Ok, d'accord. Pour faire un rappel en termes de présentation du cabinet Air Consulting, en soi, c'est un cabinet qui s'entoure de 4 piliers. Alors, le premier pilier, c'est l'ingénierie financière, avec tout ce qui est optimisation de la structuration des projets, étude des structures des projets. Est-ce que les structures juridiques sont bien mises en place? Est-ce que ça coïncide avec les objectifs du client? On aura toujours un point de vue patrimonial du projet en se disant comment le patrimoine professionnel peut être optimisé dans le projet particulier du client ou vice-versa. Alors, pour cela, je ne suis pas seul. Donc, l'un de mes partenaires, c'est TB Gestion. Je me fais accompagner de M. Aglaé qui va prendre la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis M. Aglaé, président de la société TB Gestion. Donc, on travaille en étroite collaboration avec l'équipe. Où effectivement, je l'accompagne notamment sur la partie, je vais dire, plus une partie un peu, une vision comptable, une vision fiscale des projets. Donc, comme il a bien précisé, nous avons, lors de projets, souvent besoin d'une création de structure,
d'entreprise et une vision, je vais dire, enfin, chaque projet étant unique, nous avons, euh, nous avons besoin, euh, nous avons besoin d'informations spécifiques sur chaque dossier. Et chaque dossier étant unique, effectivement, ben, nous travaillons pour que ce soit euh, le projet, un projet optimisé et le plus profilé possible, effectivement. Donc, du coup, ben, quand j'interviens, moi, c'est surtout avec un œil vraiment comptable, fiscal, puisque j'ai été par le passé responsable comptable et RH de plusieurs structures. Donc, du coup, c'est cette expertise que j'apporte pour que, ben, justement, que les banques puissent, que les banques puissent avoir cette assurance qu'un expert dans le domaine ait donné son avis. Donc, voilà, Est-ce que vous aidez au choix du statut juridique de la structure? oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, bah, comme M. Rome l'a précisé, lors des consultations, tout est pris en compte. C'est-à-dire chaque projet spécifique. Si je dois prendre un exemple, ben, si un client vient et souhaite développer son patrimoine, c'est pas le même projet que quelqu'un qui va sur du locatif pour gagner beaucoup d'argent. La rentabilité n'est pas la même. Donc, effectivement, on va orienter le client vers un autre type de société et tous les documents qui seront fournis en tant que justificatifs, notamment les prévisionnels, seront orientés de façon différente. Ok, parfait. Alors, je prendrai la main en disant aussi, pour faire la parfaite transition, que la chance qu'on a, c'est qu'on a eu, avec M. Aglaé, c'est qu'il a une bonne expérience justement en tant que responsable administratif de société. Et de l'autre côté, mine de rien, en étant ancien chargé Quintel Pro, j'ai pu avoir une expérience qui me permet d'avoir une bonne aussi idée des types de projets et comment aussi ficeler un projet. La problématique est souvent la suivante, c'est que souvent, on duplique un projet comme fait le voisin. Et mine de rien, ce n'est pas forcément profilé à son projet. Je prends le cas tout simple, je prends un exemple, le cas de clients que j'ai accompagnés où, mine de rien, par exemple, je prends le code APE, les différentes activités qui sont dans les statuts juridiques ne sont pas liées au projet et aussi aux objectifs du client. Le but, c'est souvent en travaillant ensemble sur justement cet accompagnement pour que ça soit cohérent par rapport au projet du client. D'autre part, sur un certain nombre de projets aussi, il faut savoir que le client vient avec des objectifs, mais il faut savoir que l'œil du banquier n'est pas celle du client. C'est-à-dire que de l'autre côté, on essaye de travailler dans la crédibilité des projets clients, chose que nous allons voir par la suite. D'accord. Je pense qu'on a une question. Je ne la vois pas apparaître. Chris qui a une question. Je vais voir si j'arrive à lui permettre de parler. Chris, bonjour. Je ne vois pas la question de Chris. On va attendre un moment. On continue et on reviendra sur la question par la suite. Ouais, on y va, on y va. On y va. Alors, comme je l'ai dit, dans les projets, on prendra toujours aussi la dynamique patrimoniale du client, que ce soit un client pro, que ce soit un client particulier, pour prendre en considération son projet dans sa globalité. C'est pour cela, justement, lorsqu'on parle d'optimisation et d'ingénierie financière, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors, du coup, avec M. Aglaé, on travaille autour des objectifs des clients, c'est-à-dire analyser les objectifs en fonction de leur projet. Parfois, il y a des objectifs de retraite, de rentabilité, d'études des enfants, acquisition, succession. Il y a énormément justement de questions qui sont liées justement à l'investissement. Pourquoi on investit? Pourquoi on souhaite acheter un bien et à augmenter son patrimoine? Alors, du coup, tous ces éléments sont pris en considération. Alors, certes, il y a des clients qui ont besoin de préconisation, c'est-à-dire qu'on vient sur
la mise en place de préconisations et d'autres ont besoin de mise en place. Et là, on met les choses en place avec les clients. D'accord? D'accord. Pour ce faire, alors pour mettre en place les choses, comme on le disait tout à l'heure, j'ai deux outils que j'utilise fréquemment et que souvent on a besoin quand on fait de l'investissement immobilier. Vous, adhérents de CDSIA, vous en avez souvent besoin. C'est le financement et l'assurance. Alors, mes deux boîtes à outils, le courtage en crédit, là où justement je vais en termes de conseils dans un premier temps, de négociation et de recherche de financement sur différents leviers, le taux, la durée, les garanties. C'est pour cela que j'ai besoin de comprendre les objectifs du client parce que, mine de rien, ce sont des éléments qui sont vraiment importants dans un projet. Quelle garantie que je vais souscrire, pourquoi je vais tourner mon projet pour que cette garantie-là soit viable par rapport à mon projet, comment je vais aussi négocier sur, par exemple, l'assurance décès, invalidité. Est-ce que je vais négocier aussi sur les pénalités d'embauchement anticipé? Pourquoi? Dans quel intérêt que j'ai à négocier ces éléments? Justement, en tant que courtier, la partie comptage est ma boîte à outils pour optimiser le financement. Alors, pour certains que j'ai pu reconnaître dans le groupe, j'ai déjà accompagné soit leurs clients ou encore soit eux-mêmes dans des missions de comptage. Et je pense que pour ça, ils savent qu'est-ce que je fais pour leurs clients. Alors, ensuite, pour la partie assurantielle, comptage en assurance, je ne vais pas sur tous les produits de comptage en assurance. À vrai dire, c'est vraiment toujours dans un souci d'optimisation des projets. Je mets en place des recherches d'assurance qui sont liées au projet des clients, qui touchent l'immobilier et l'investissement immobilier. Alors, on parle des investissements et du moins des assurances sur les travaux en assurance crédit, en assurance dommage-ouvrage, assurance achèvement des chantiers, décennale pour certains. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le client pour qu'il ait un projet optimum. Il faut savoir qu'avec justement les dernières réglementations depuis 4-5 ans sur l'assurance crédit, les clients, ils arrivent à optimiser leur projet en gagnant jusqu'à 25-30% sur l'assurance crédit, chose qui n'est pas négligeable. Si on doit prendre une moyenne, cabinet consulting sur les dossiers en assurance crédit, on arrive au maximum à 37% de réduction sur l'assurance crédit, chose qui n'est pas négligeable. Alors, il faut savoir que j'ai 21 partenaires, je regarde énormément les garanties. Il faut savoir que, et les objectifs clients aussi. Pourquoi cette garantie-là sera plus adaptée à ce projet par rapport au client? L'idée, c'est encore là de venir en termes de conseil. Le prix ne doit pas être une finalité, le prix doit se justifier. Alors, si je prends le client qui a déjà financé son projet et qui aurait un taux, un petit peu plus élevé que ce qui est pratiqué actuellement et même les taux d'assurance, est-ce que tu es en mesure d'aller chercher du refinancement avec, en prenant tous ces paramètres-là en compte? Exactement. Et là, ça sera encore du cas par cas. Dans un premier temps, j'étudie la proposition et le financement du client s'il a déjà eu son financement. Alors, en soi, pour la dynamique courtage en crédit, j'interviens sur la partie crédit immobilier, crédit, renégociation de crédit, crédit travaux. C'est sûr que dans un premier temps, j'étudie quand on fait la renégociation en achat de crédit, la proposition du financement du client. Suite à ça, je donne des conseils aux clients et ensuite je mets les choses en place. Alors, c'est sûr, quand on regarde les propositions, on voit que en termes de taux net, le client, par exemple, il a un super bon taux et en soi, payer des pénalités d'embauchement anticipé, ce n'est pas intéressant, mais clairement, renégocier son assurance, oui, j'ai la possibilité de renégocier son assurance. Et clairement, pour tous les, par exemple, les projets qui ont plus de 5 ans, c'est sûr que jusqu'à présent, et là, on est sur des montants en termes de réduction qui avoisinent presque les 40%, parce qu'avant, il faut savoir que les clients n'avaient pas cette habitude de renégocier leur assurance crédit. Et systématiquement, maintenant, étant donné que les clients le font de plus en plus, là, on arrive à descendre et on est plutôt sur des réductions de l'assurance crédit qui touchent 20-25%.
vous imaginez, c'est énorme. Sur, par exemple, des projets, je prends une moyenne des projets en Martinique, 220 000 euros. Sur une assurance crédit que vous aurez à peu près à 30 000, 45 000 euros, vous économisez à peu près 15 000 euros d'assurance crédit. Ouais. Deuxième question, puisqu'on est dans le financement. Alors, nous, en tant qu'investisseurs, on peut très rapidement atteindre des taux d'endettement élevés et dépasser le seuil. Et la parade, je sais que les banquiers n'aiment pas ça, c'est de monter des SI pour pouvoir faire racheter et refinancer le bien, le bien acheté. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais et comment les banquiers perçoivent ça? Parce que je sais que les banquiers n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas ça, mais c'est surtout en direct. À vrai dire qu'un client particulier qui vient avec son dossier en banque, et généralement, ce n'est pas les dossiers qui sont moins favorisés, parce qu'il faut savoir, à l'heure actuelle, les banques reçoivent des quantités énormes de dossiers. Je le constate tout simplement avec des clients qui sont passés par le circuit normal et qui finalement viennent vers mon cabinet parce qu'ils ont besoin d'avancer sur leur dossier. Oui, on accompagne ces clients. Avec M. Aglaé, justement, on doit montrer la crédibilité justement de ces projets. Le plus important, c'est de montrer en quoi ils sont finançables, ces projets, en quoi ils sont viables. Alors, justement, nous accompagnons les projets dans ce sens avec des prévisionnels, un certain nombre de documents qui sont vraiment importants pour voir et comment dire, attester de la viabilité du projet. Et ensuite, on y va. On va rechercher le financement. D'accord? Alors, après, il y a une particularité à l'heure actuelle sur l'investissement locatif, et on viendra rapidement sur ça, Eric, concernant justement et la période qu'on connaît avec le Covid, post-Covid, post-déconfinement, où justement il y a un certain nombre de choses qui ont un peu changé, mais il y a des solutions contracycliques pour voir et justement et valoriser un peu plus son dossier. D'accord? Ok, super. Alors, là, on va faire un petit point rapidement sur le marché du financement immobilier depuis le déconfinement. La dynamique bancaire des établissements bancaires, on se pose la question en tant que courtier, est-ce que nous sommes sur une dynamique de rationnement du crédit ou de durcissement justement des conditions de crédit? Alors, à savoir, entre le déconfinement qui était le 11 mai et maintenant, on a eu droit à deux hausses de taux, alors fin mai et mi-juin 2020. Ces hausses de taux, justement, nous ont fait monter en quelque sorte sur les barèmes, on va dire, classiques, on va dire à peu près presque 0,2 points de plus de base sur les conditions de financement. Si on prend, par exemple, les conditions de janvier 2020, c'est énorme. Tu as quelques chiffres? Alors, je prends un truc classique. Il faut savoir les taux moyens en janvier 2020 sur, par exemple, du 300 mois. On était sur des moyennes à 1,50 sur 300 mois, la moyenne. Là, on monte à déjà à 1,70. D'accord. Okay. Alors, ce qui est bien en termes de négociation en mission de courtage, jusqu'à présent, je n'ai financé aucun client à 1,70. D'accord. Tu es plutôt J'espère que ça va durer. Tu es plutôt en dessous. Plutôt en dessous, en effet. Plutôt en dessous, et sachant que, par exemple, sur du 300 mois, le dernier client que j'ai financé, c'est du 1,40. D'accord. Je vois déjà le sourire de mes membres, même si je ne le vois pas, mais j'imagine. Oui, après, c'est une négociation en fonction des projets. Et il faut savoir, après, sur des projets pro, les taux sont peut-être plus chers, mais la rentabilité sur le projet est beaucoup plus intéressante. Là, voilà. Alors, de toute façon, toi, en tant que courtier, étant donné que tu as je veux dire, des arrangements avec des organismes financiers, puisque tu traites, je pense, un volume de dossiers par année, et par rapport à ça, je pense qu'ils te donnent des taux préférentiels. C'est sûr. La chose que nous avons, c'est qu'on a une grille en tant que partenaire. Et à vrai dire, suite aux négociations, on négocie aussi nos taux par rapport aux clients. Et c'est pour ça que je suis plus sur une dynamique qualitative que quantitative.
Alors, du coup, certes, j'ai un certain nombre de dossiers. Si le dossier n'est pas viable, je préfère créer la viabilité du projet. Ça prendra un peu plus de temps, mais le client sera beaucoup plus satisfait à la suite de son opération. Ok. Et de l'autre côté, ça me permet aussi de négocier le taux, chose qui est le nerf de la guerre en investissement et locatif. C'est ça. Alors, du coup, certes, si mes clients et je travaille sur leur crédibilité, ça me donne des leviers supplémentaires pour négocier et argumenter en leur faveur. Ok, super. Alors, suite à ça, aux deux hausses de taux, on a constaté quoi? Et certaines banques, depuis le déconfinement, demandent des apports beaucoup plus importants sur le marché. C'est pour ça qu'on se posait la question, est-ce qu'on va sur un rationnement ou sur un durcissement des conditions? De plus, depuis janvier 2020, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la Haute Autorité de stabilité financière française demande que la norme des 33% soit un peu plus respectée. Alors, comme j'expliquais à Eric, je l'expliquais, il y a une possibilité, si on travaille correctement la crédibilité du dossier, la viabilité du projet, d'outrepasser ces 33%, mais d'une manière globale, on reste sur une dynamique de 33%, et voire moins, comme je le disais, sur certains projets. L'idée, là, c'est de montrer et généralement, on va sur une construction du projet. On n'est plus sur des projets où en direct, de toute façon, si on prend un projet en direct, automatiquement, on regardera le client avec cette capacité d'endettement. Si on construit le projet autrement, et là, on va sur un peu plus de technicité, clairement, on peut aller au-delà, sachant qu'il y a du revenu locatif. Ce revenu locatif sera étudié en fonction justement des proportions que vous voyez en bas. Par exemple, la prise en compte des revenus locatifs en soi, normalement, sur des longues durées, c'est 70%, sur des saisonniers, à peu près 50%. Depuis le déconfinement, ça reste toujours les mêmes. Mais de l'autre côté, si le dossier n'est pas bien ficelé, ça ne passera pas. D'autre part, je voudrais dire quelque chose rapidement par rapport aux saisonniers. Force est de constater qu'un certain nombre de dossiers qui passaient, par exemple, en janvier 2020 sur du saisonnier ne passent plus. Il faut vraiment construire les dossiers en financement saisonnier. Quitte à construire un projet qui sera viable en location longue durée et qui sera ensuite transformé en location saisonnière si possible. Pourquoi? Parce que les banques regardent clairement la viabilité au projet vis-à-vis des chiffres qu'ils ont. C'est simple, un banquier, une banque ne font pas des estimations sur des cas hypothétiques d'une situation allant sur de l'optimisme. Non, les critères des banques sont pessimistes. D'accord? C'est ça. Par exemple, le tourisme, clairement, les banques à l'heure actuelle se disent, à l'heure actuelle, on n'a pas de visibilité sur les investissements locatifs saisonniers à l'échelle d'un an. Difficile de me prononcer sur des projets. Alors, un certain nombre de projets que j'avais menés en février ou mars ont dû être un peu modifiés, un peu enrichis ou encore un peu plus d'apports pour pouvoir les valider. Alors, la parade serait que ceux qui ont des projets à caractère locatif saisonnier présenteraient leur dossier comme de la longue durée et une fois qu'ils obtiendraient leur financement, basculeraient sur leur projet initial, c'est ça? En effet, à vrai dire, c'est pas correct, mais en effet, ça serait ça. D'avoir des avis de valeur qui sont cohérents par rapport au projet, qui montrent que le projet est viable. Et ensuite, une fois que vous avez votre bien, la banque ne viendra pas vérifier si vous faites du saisonnier ou du longue durée. C'est ça. Après, c'est pour cela que j'explique aux clients que parfois vous avez intérêt à avoir une société dite commerciale et non forcément une SCI, ou peut-être les deux, tout dépend s'il y a une partie patrimoniale dans vos objectifs, c'est pour ça que étudier les objectifs sont importants. Et suite à ça, possibilité justement de mettre des objets sur la société qui sont riches et variés. Par exemple, mettre de la longue durée, mettre du saisonnier, mettre d'autres activités qui permettent justement de rendre le projet viable. C'est ce qui permet parfois justement de différencier un projet qui est structuré, qui est optimisé, un projet juste de financement. Alors,
petit point. Mhm. Tu prends en compte 50% des revenus locatifs en saisonnier. Alors nous, je ne sais pas, nous, lorsqu'on étudie un dossier de ce type, Ouais. plutôt que de prendre 50% des revenus, nous prenons plutôt les revenus, comment dire ça, étant donné qu'on ne loue pas, il y a une saisonnalité, d'accord? Donc, on ne loue pas au même prix au mois de décembre qu'au mois de juin, par exemple. Donc, plutôt que de prendre 50% des revenus, nous prenons 50% de taux d'occupation. Alors, le truc, c'est que la banque reste très figée sur les chiffres, à vrai dire. C'est pour ça qu'un prévisionnel et aussi un dossier bien ficelé est vraiment important. Et c'est là aussi, M. Aglaé m'accompagne. C'est là où on prend 50% de la valeur, du moins, on va dire, du chiffre d'affaires escompté. Mmh. Ensuite, justement, on pondère, par exemple, au lieu de prendre sur un 12 mois, on descend, par exemple, sur un critère, on va dire, plus pessimiste, on va l'étudier, par exemple, sur 10 mois. Si c'est viable, c'est-à-dire que de l'autre côté, c'est sûr que le dossier passe. D'accord, donc 50% des revenus et sur une Durée de 10 mois au lieu de 12 mois. De 12 mois. Alors, et c'est pour ça, de l'autre côté, comme document, on aura besoin d'un certain nombre de documents, des avis de valeur, des éléments, des documents qui prouvent que c'est possible. Okay. D'accord? Un prévisionnel. Je laisse M. Aglaé intervenir rapidement dessus. Donc, effectivement, à ce sujet, donc effectivement, en général, sur ce genre de dossier, c'est moi qui interviens sur la partie prévisionnelle. Alors, pour étayer un peu ce que vient de dire M. Rome, effectivement, par exemple, sur un projet, si on part sur du saisonnier, effectivement, entre haute et basse saison, les montants diffèrent. Et c'est là que nous, on intervient, effectivement, on va étudier dans le détail par rapport aux informations qu'on aura par rapport au montant des loyers, effectivement. Forcément, pour les banques, ce qu'on transmet, les documents transmis aux banques ne sont pas des documents forcément détaillés. Ils veulent des choses plutôt lissées. C'est-à-dire que savoir que vous avez un bien que vous louez à 600 € la semaine en février et 500 € en septembre, eux, c'est pas trop leur problème. Pour les banques, c'est pas leur problème. Ce qu'elles veulent voir, elles veulent savoir effectivement. Voilà, vous avez prévu à peu près un chiffre d'affaires de tel montant, et comme c'est du saisonnier, ils vont partir sur du 50%. Sachant qu'effectivement, quand on travaille avec M. Rome, tout ce qui est prévisionnel, on s'aligne un peu aux banques. On part effectivement sur des prévisions relativement pessimistes. Donc, un chiffre d'affaires plutôt revu à la baisse et des charges plutôt vues à la hausse. C'est-à-dire que si un prévisionnel, avec ses prévisions relativement pessimistes, reste viable, effectivement, les banques se disent, oui, ça va, on peut éventuellement suivre. Mais comme il a dit, c'est vrai que, comme c'est au cas par cas, souvent, on va plutôt s'orienter vers un projet où on présente de la longue durée. Okay. On rassure la banque. Même si le chiffre d'affaires est moins. Après, quand on dit sur de longue durée, on prendra, au lieu de prendre 50% du revenu locatif, on prendra 70% de ce revenu locatif qui est là encore une norme. Là, c'est encore la norme basse des établissements bancaires. Il y a de ceux qui prennent jusqu'à 85%. Nous, on va rester sur nos prévisions sur un seuil à 70%. Et, en fonction de ça, justement, si là c'est viable, et on dira au client, de l'autre côté, on aura besoin de ces documents, un certain nombre de documents pour pouvoir justement et crédibiliser le dossier. Ok, parfait. D'accord. Alors, un petit point rapidement sur le marché de l'immobilier depuis le déconfinement. Alors, malgré le déconfinement, qu'est-ce qu'on constate? On constate une forte augmentation des investissements immobiliers en France. Il faut savoir que sur les dossiers qui ont été présentés aux banques, il y a à peu près 65% des dossiers qui étaient des dossiers déjà en cours. Cela signifie que, mine de rien, l'engouement des Français à investir dans l'immobilier est resté. Suite à la situation Covid, et près de 29% des dossiers qui ont été présentés, ce sont de nouveaux dossiers, des personnes qui ont profité de cette période-là pour construire leur projet.
Et ensuite, et près de 6%, ce sont des projets, et justement pendant cette période, ce sont des projets d'optimisation et d'organisation du patrimoine. Lorsque je parle d'organisation du patrimoine, c'est organisation de la succession, organisation de la transmission du patrimoine, euh, 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 tout simplement, familial. Chiffre qui devrait exploser dans les prochaines années. Exactement. Comme on disait tout à l'heure, Eric, chiffre qui devrait exploser dans les prochaines années, chose que je constate déjà et depuis un certain nombre de temps, que j'ai de plus en plus de clients qui sont soucieux de la transmission de leur patrimoine. Et là encore, on intervient. Pourquoi? Parce que parfois, ça nécessite, et souvent, pas parfois, souvent, ça nécessite des montages et une structuration justement dans cette transmission. Alors, certes, les notaires font leur travail en termes comment ça s'appelle, d'organisation et patrimoniale, mais de l'autre côté, il y a une organisation à avoir par rapport aux structures, par rapport à l'optimisation, comment justement est créé, quelle structure créer pour pouvoir transmettre le patrimoine, comment on peut créer du cash flow en organisant son patrimoine, comment faciliter ce patrimoine, tout cela est étudié justement par nos soins. Il faut savoir qu'avec une population vieillissante en Martinique, c'est sûr que ces chiffres-là ne cesseront justement d'augmenter. Surtout si les parents sont soucieux de transmettre leur patrimoine à leurs enfants dans les meilleures conditions. Alors, tu as une question de Cédric. D'accord. Bonjour, Monsieur Rome. Avez-vous fait du refinancement d'actifs nets et quel pourcentage de la valeur du bien pourra être refinancé? C'est en fonction. C'est en fonction c'est en fonction oui, d'actifs nets, on a déjà procédé, mais c'est en fonction du projet. D'accord. Encore une fois, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Pour ça, il nous faut les éléments. Il nous faut les éléments pour savoir qu'est-ce qui a été amorti, comment est présenté le projet, etc. D'accord? Bon, Cédric, je pense j'espère que c'est 100%, mais il va falloir quand même que tu prennes un rendez-vous avec M. Rome. Exactement. C'est du cas par cas et aussi, comme on disait tout à l'heure, tout dépend de la crédibilité du client. Alors, tu as Cindy qui pose une question. Faites-vous du montage de SCI familial? Oui. On fait du montage de SCI familial. Après, tout dépend de la condition. Il y a certaines conditions qui nécessitent justement qu'il y ait une approbation de la structuration par un notaire. Alors, à ce moment-là, on pourra en discuter justement et du moins valider la construction de cette SCI, mais s'il y a justement une particularité spécifique par rapport à une transmission, par rapport à un bien, on sera obligé de dire au client de se rapprocher de son notaire. Alors cette question, c'est, je pense, est-ce que montage de SCI, donc rédaction, enregistrement, d'accord, et dans une deuxième étape, s'il y a un bien familial à intégrer dans cette SCI familiale, eh ben, tu prends, toi, contact avec un notaire pour pouvoir… on peut l'accompagner juste lui présenter un notaire. À vrai dire, tout dépend du cas. Si le bien est déjà identifié et c'est, comment ça s'appelle, une mutation ou un don, c'est sûr qu'il faudra un moment passer par la case notaire et valider justement de l'approbation, de la valeur, de l'expertise de ce bien. Et c'est là aussi on vient en termes de conseils, parce que souvent les clients ne le savent pas, comment justement transmettre ce bien. Dans d'autres cas, il y a ce qu'on appelle les ventes à soi. Et parfois, les clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent un bien à une SCI et ça reste dans le patrimoine familial. Donc, là, c'est beaucoup plus simple parce que là, on part d'une coquille vide qu'on peut créer. On peut créer la SCI familiale pour en faire justement l'achat de cette maison. D'accord. Encore une question de Jessica. Faites-vous des montages de SASU pour les fonctionnaires? Oui, oui, volontiers. Oui, après, il faut savoir, on étudie aussi encore du cas par cas, la condition du client et son type de contrat. On en discute avec lui. Des fois, on demande aussi les contrats pour aller chercher et vraiment aussi la possibilité de créer une société. De toute façon, quand on est président d'une SAS, on a la possibilité
tant qu'on n'est pas salarié, on peut être président d'une structure. Oui, oui, pas de souci. Ouais, après, c'est un choix que la personne fera en fonction de son objectif professionnel, son objectif de vie. Exactement. C'est pour ça que on explique souvent aux clients que on prend en compte les objectifs des clients, mais avant tout, on prend en compte aussi, comment ça s'appelle, la situation du client. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un conseil à un client, à tous les clients, le même type de conseil. C'est-à-dire que pour l'avoir déjà vérifié, certains clients viennent avec des projets tout ficelés et finalement, on constate que ce ne sont pas des projets qui sont cohérents par rapport à leurs objectifs. D'accord, ok. Euh, Réellement un accompagnement personnalisé. Profilé, personnalisé. Voilà. Alors, Jessica, je pense qu'il veut, on prendra la dernière question avant que tu poursuives. Jessica, tu veux peut-être étayer un petit peu sa question. Alors, je suis fonctionnaire et j'investis seul. Est-ce possible pour la SASU? Est-ce possible pour la SASU? Oui. Je ne sais pas si tu as compris ou je demande à Jessica de préciser. Oui, j'ai compris. En soi, oui, il n'y a pas de problématique. Sur le fait de faire un investissement seul. Il y a une SASU. Ok. D'accord. Merci, Richie. Après, c'est d'autant plus intéressant dans certains cas, lorsqu'il y a par exemple des subventions, un certain nombre de choses, de passer par une SAS, une SASU pour pouvoir optimiser le projet. Après, on peut en discuter en cas par cas. Tout en prenant en compte la fiscalité, parce que ça aussi, c'est un choix. Enfin, c'est ce qui permet de faire un choix en fonction de ses objectifs, Exactement. soit d'investissement ou même fiscal. Ouais. Oui, ben, tout à fait. Effectivement, c'est justement le but de l'étude personnalisée du dossier, c'est-à-dire que comme on n'a pas tous les mêmes objectifs, aujourd'hui, une personne, Jessica, qui veut investir en SASU, les conseils ne sont pas les mêmes si elle a des enfants, si elle n'en a pas. Savoir si elle veut avoir une rémunération ou pas. Toutes ces questions toutes ces questions sont prises en compte pour justement orienter le dossier vers une SASU ou vers un autre type de société. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment au cas par cas. Et effectivement, on prend la globalité de la question. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste dire à quelqu'un, ben, tiens, la SASU, c'est ce qui est à la mode, on fait. Non, la SASU peut être bien pour un fonctionnaire, mais peut ne pas être adaptée pour un autre type de personne. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas de souci. C'est vraiment au cas par cas. Et quand on vient nous voir, ben voilà, des fois on est un peu intrusif, j'ai envie de dire, mais c'est pour pouvoir répondre au mieux aux questions. Ouais, à un moment donné, c'est l'accompagnement, il doit être un petit peu intrusif. Comme on disait, activité réglementée, cela signifie qu'on est léger aussi sur la confidentialité client. Alors, une fois qu'un client rentre dans notre cabinet, il faut savoir qu'il est soumis à la confidentialité client. Il y a un certain nombre de chartes à respecter et qu'on fait tout le nécessaire pour que cette confidentialité soit respectée. D'accord. Pour faire un petit point rapidement sur l'investissement immobilier locatif, chose qu'on disait encore tout à l'heure, Eric, à vrai dire, le nombre de crédits, le pourcentage de crédits sur l'investissement immobilier locatif n'a cessé d'augmenter justement depuis 2011. C'est un chiffre qui est en progression constante et je pense que ça va continuer à augmenter malgré justement peut-être une légère baisse un peu avant, un peu du moins avec cette dynamique où on était en confinement. Mine de rien, il faut savoir qu'avant 2011, c'était entre 2006 et 2011, cette proportion-là représentait moins de 5% d'investissement, entre 3 et 4%. Vous imaginez, c'est-à-dire que la plupart des personnes cherchent justement à faire des acquisitions à titre locatif, justement pour pouvoir soit optimiser, soit rentrer sur des objectifs de retraite, de transmission, de rentabilité, ou aussi répondre à d'autres objectifs, des fois qui sont liés, par exemple, à la pénibilité du travail, le fait qu'ils n'ont pas de visibilité sur, comment dire,
sur leur secteur économique dans lequel ils travaillent. Alors, j'entends parmi mes clients pas mal de clients qui me parlent de leurs objectifs. Et mine de rien, je les identifie justement dans les 15,4%. Il y a une petite estimation qui a été donnée sur AGFI qui explique que d'ici peut-être 2032, on serait plutôt à des chiffres qui seraient proches des 20%. Vous imaginez 20% des financements qui seraient des financements à titre locatif. D'accord. Ok. Et tu arrives à... Parce que bon, c'est vrai qu'il y a un engouement pour l'immobilier et notamment des projets locatifs. Est-ce que tu arrives à identifier, est-ce que il y a un phénomène de mode derrière? Parce que bon, il y a des youtubeurs là, il y a plein de youtubeurs qui parlent de richesse et d'investissement, etc. Est-ce que c'est les conséquences des baisses de taux? Puisque c'est vrai que historiquement, on a eu des taux relativement bas ces dernières années. Hein. On a même pu avoir sur des opérations du moins de 1%. J'ai entendu ça, du 0,99. J'ai eu la chance de financer du 0,80. Donc, c'est totalement incroyable. Incroyable. Et donc, est-ce que tu arrives à... Ou bien les personnes qui se disent, bon, mais demain, dans 20 ans, je n'aurai pas de retraite, c'est le moment d'investir et de capitaliser pour pouvoir préparer ma retraite. Est-ce que tu arrives à, dans tes clients, discerner quelles sont les motivations derrière? Depuis fin 2018, je tiens un petit tableau qui me permet d'avoir des données chiffrées sur ça. Et justement, où je mets en évidence les objectifs des clients. Quand je regarde, certes, oui, on identifie un phénomène, on va dire un phénomène de mode, où justement, et tout le monde beaucoup de personnes cherchent à être rentiers, sans pour autant maîtriser leurs objectifs, du moins qui sont profilés, un objectif individuel, chose qui est souvent important à prendre en considération. Souvent, on prend le cas général pour pouvoir exprimer un besoin personnel. Je prends le cas de clients qui ont voulu faire de l'investissement locatif, mais en même temps, ils devaient avoir un regard sur, par exemple, leur situation de transmission de patrimoine, où ils devaient clairement s'endetter. Alors, justement, là, c'est important de connaître les objectifs du client. Là, le conseil sera profilé dans le sens où si le client souhaite vendre le bien de ses parents et ne pas, du moins, s'endetter pour cela, peut-être qu'il aura un intérêt. Ou encore, s'il a plus d'intérêt à aller sur d'autres types de projets, et peut-être s'endetter plus pour ce type de projet. À chaque fois, à chaque situation, son conseil. Pour revenir à ce que tu as dit, oui, on constate que de l'autre côté, il y a de plus en plus de clients qui cherchent à aller sur du rendement locatif pour plusieurs raisons. Et les objectifs qui rentrent, c'est souvent la retraite. Je ne sais pas à quelle sauce je serai mangé pour la retraite. J'ai besoin d'avoir une source de revenus et beaucoup plus stable et avoir une visibilité sur ce que je peux gagner quand je rentrerai en retraite. Deuxième élément, et parfois ce sont, comment dire, j'ai besoin d'une ressource stable pour pouvoir aider mes enfants. Ça vient en deuxième. Alors, aider soit par la succession ou soit par, et justement, le cash flow que je vais générer par mes investissements pour pouvoir, par exemple, payer des études ou encore faciliter, comment dire, la vie de mes enfants, tout simplement. Troisième type de client, et là, c'est vraiment, on va dire, c'est, on va dire, intrinsèquement des clients qui souhaitent dégager de la rentabilité, pure et dure, que de la rentabilité, du cash flow. Et pour cela, là, clairement, ce sera encore des conseils profilés par rapport à ces objectifs de rentabilité et autres. C'est sûr qu'un élément que je prendrai toujours en considération en écoutant les objectifs du client, c'est lorsqu'il me donne un projet immobilier, quel est le coefficient de rentabilité de ce bien? Et est-ce que c'est viable par rapport aux objectifs? Alors, est-ce que tu fais le distinguo entre la rentabilité et le rendement locatif? Parce que Oui.
peux avoir un bien que tu achètes avec une faible rentabilité, mais avec un faible rendement locatif, mais avec une forte rentabilité. Oui, clairement, on prend en considération cela et de toute façon, dans nos modes de calcul, on calcule ce coefficient, on calcule le coefficient de rentabilité qui justement, c'est ce qui est vraiment intéressant, pas forcément le rendement locatif, du moins. Le loyer en soi, euh, c'est une variable, vous voyez, c'est une variable. C'est-à-dire qu'un chiffre, il faut le prendre en considération dans tout le contexte, la structure juridique, le profil client, si nous avons des travaux à faire, les taxes foncières, un certain nombre d'éléments qui viennent justement amoindrir ou valoriser un projet. D'accord. Donc c'est là où le conseil intervient. On arrive vraiment à pister quel est l'objectif du client, parce que le client qui veut des revenus complémentaires chaque mois, ben, c'est celui qui va regarder son rendement locatif et qui va essayer Exactement. de dégager un bénéfice net chaque mois. Mais celui Exactement. qui veut optimiser et qui est plutôt dans une démarche patrimoniale, c'est celui qui va peut-être regarder la rentabilité de ses biens, même s'il n'a pas forcément le surplus d'opérations chaque mois, mais qui sait que ces biens seront valorisés dans le temps et qu'au bout de 20 ans, il se retrouvera avec un patrimoine qui sera beaucoup plus important que ce qu'il aurait acheté. Exactement. Et en plus, les clients sont beaucoup plus soucieux de ça, dans le sens que maintenant, quand je regarde, j'ai pas mal de clients qui font des acquisitions avec travaux, avec des fois énormément de travaux. Cela signifie qu'ils sont en train de, de, de parier sur l'avenir, tout simplement, en se disant que j'achète un bien qui vaut, par exemple, 70 000 euros maintenant, mais suite aux travaux et aux investissements que j'aurais fait après opération, et ce bien-là, dans 5, 10, 20 ans, va valoir 3, 4, 5, 6 fois le prix que je l'ai acheté. Avec ton regard je veux dire, marché, Mhm, est-ce que tu penses qu'il y a des zones à Fort-de-France, je vais nommer Terre-Saint-Ville, est-ce mhm. que tu entrevois un développement dans ce secteur-là et à quel terme? Je vais pas, je vais pas me mouiller trop. Je vais pas me mouiller trop. Je dirais que en Martinique, d'une manière globale, je ne prendrai pas le cas forcément des Je ne veux États-Unis. pas faire un focus sur Terre-Saint-Ville, c'est ça? Non, je dirais que pourquoi? Parce qu'à vrai dire, il y a des secteurs, par exemple à Terre-Saint-Ville, qui seront beaucoup plus productifs que d'autres. Vous voyez? Ou encore un projet immobilier serait beaucoup plus intéressant que d'autres. En soi, ce que je pourrais dire aussi d'un regard extérieur, c'est qu'en Martinique, il y a énormément de projets immobiliers qui ont été à l'abandon, encore des maisons suite à des indivisions, ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont abandonnées et autres, qui représentent des opportunités vraiment importantes. Et je pense que les clients devraient aussi regarder dans ces coins-là. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités où des maisons qui se vendent à vil prix, entre guillemets, vis-à-vis de la valeur, vis-à-vis de la surface et vis-à-vis du potentiel des maisons ou des infrastructures. Ouais. Donc les investisseurs ont raison de chercher ces opportunités parce qu'en Martinique, on a encore des rendements locatifs qui sont encore intéressants. Oui, il y en a encore. Il y a encore de belles opportunités. Alors il y a Ralph qui rebondit sur la question de Jessica tout à l'heure. Ben, il dit bonjour, dans le cas d'un fonctionnaire, la loi ne permet pas de recevoir des revenus d'activité commerciale. Jessica peut-elle être gérante en soi? Yannick. Oui, mais je peux répondre. Ouais, non, mais je vais répondre à votre aussi. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de cas par cas, alors le cas de la SASU, pour Jessica, elle ne serait pas gérante, elle serait présidente. Présidente non salariée, qui veut dire qu'elle ne toucherait aucun revenu, enfin, aucun salaire, puisque le revenu, c'est un salaire sur une SASU, elle ne toucherait aucun salaire. Mais elle peut toucher des dividendes.
de la société. Mais effectivement, en tant que fonctionnaire, non, elle peut pas se mettre salarié de sa propre société. C'est pas possible. Ou sinon, c'est possible, mais avec certains accords de la direction, de sa direction. C'est possible, enfin, voilà, parce qu'on a tendance à dire souvent, et c'est nous justement, on lutte contre ça, contre tous ces préjugés qui disent on a le droit, on n'a pas le droit. C'est pas on a le droit, on n'a pas le droit. De façon générale, effectivement, on dit les fonctionnaires ne peuvent pas créer d'entreprise et compagnie. Effectivement, mais un fonctionnaire peut être gérant d'une entreprise s'il demande la permission à sa direction, par exemple. Ça peut être long, ça peut être lourd, il peut avoir des refus, mais en tout cas, dans le cas de la SASU, si elle est présidente non salariée, si je dois faire un parallèle, vous achetez des actions n'importe où et vous tirez des dividendes des actions que vous avez, que vous soyez fonctionnaire ou pas, personne ne vous empêche de le faire. D'accord. Donc, dividende en fin d'année, mais pas de salaire proprement dit. Pour reprendre un petit peu. Exactement. À vrai dire, ce qu'on oublie, c'est qu'une société reste un placement aussi. Vous avez des actions au départ dans une société. Alors, il ne faut pas oublier ça. Et quand on a cette visibilité d'une société, on voit un projet immobilier déjà différemment. OK. D'accord. Alors, l'un de nos objectifs dans le cadre d'accompagnement de nos clients, c'est la crédibilité des projets. Alors, du coup, justement, afin de travailler sur créer cette crédibilité, suite justement à une consultation d'avant-projet, on va décider d'un certain nombre d'éléments qui seront nécessaires à la crédibilité du dossier. Par exemple, on passe par soit des notes de présentation, des argumentaires, des prévisionnels ou des business plans dans certains cas. C'est pour cela qu'on a besoin de créer soit une consultation d'avant-projet et d'après-projet. Pourquoi? Parce que la consultation d'avant-projet, c'est une consultation qui va nous permettre d'avoir une bonne visibilité et vous dire clairement qu'est-ce qu'on a besoin pour ce projet. Okay. Alors, des fois, c'est très simple. Hein. Des fois, c'est juste une liste de pièces qu'on a besoin et on s'occupe du reste. Dans d'autres cas, on a besoin d'aller un peu plus loin. Alors, de créer des documents qui vont participer à la viabilité du projet. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des avis de valeur, des attestations de valeur vénales ou encore locatives des biens. D'autres cas, ça sera des prévisionnels. Dans d'autres cas, quand c'est quelque chose qui prend une dynamique professionnelle avec du saisonnier, un certain nombre de charges, on va demander là plutôt un business plan, quelque chose qui soit bien construit. Alors, du coup, on a la possibilité de le créer et on a parmi nos partenaires qui travaillent sur l'optimisation, on a un partenaire qui s'occupe énormément de cette partie business plan. Toujours sur notre validation des données, des chiffres, parce qu'on va fournir les chiffres et aussi les estimations par rapport au projet. Et consultation d'après-projet est vraiment intéressante dans le sens qui est OK, maintenant le projet est mis en place, on a appuyé sur le bouton du financement. Ça commence à fonctionner. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport au projet? Est-ce que je vais tirer une rentabilité tout de suite? Est-ce que je vais prendre un revenu? Est-ce que je vais maximiser pour pouvoir augmenter mon capital pour aller sur d'autres projets? Parce qu'il y a des fois des opportunités. Par exemple, quand je regarde les enchères ou encore un certain nombre de biens, parfois, la dynamique, certes, la dynamique de l'endettement permet l'enrichissement, mais parfois, on ne peut pas attendre sur le crédit pour pouvoir saisir une opportunité. C'est du cas par cas. Là. Ouais, c'est clair. C'est vraiment du... Je serais tenté de te demander combien de temps il y a entre l'avant et l'après-projet. Le client arrive, il vient te voir, il a déjà des documents. Parce que bon, tu sais qu'au club, on anticipe un petit peu, donc ils vont forcément avec tous leurs documents. Et l'idée, c'est de gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, combien de temps entre l'avant et l'après-projet? À vrai dire, tout dépend des projets. Si c'est un projet pro, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps parce qu'on a besoin de documents. On a besoin, par exemple, des travaux, etc. Si on va sur du projet particulier, ça va largement plus vite. C'est soit ça passe, soit ça casse. C'est ça. Alors, du coup, on est des fois sur des temporalités à plus ou moins 2-3 mois sur du particulier. Sur du professionnel,
Et tout dépend, par exemple, s'il y a des travaux, et là, clairement, je reçois le client une fois que les travaux, une fois que la construction est terminée, pour voir et, comment dire, faire cette consultation d'après-projet. D'après-projet. Je prends le cas, par exemple, d'une cliente que j'ai eu le temps de voir hier. Je l'ai eu pour une mission de montage et d'optimisation. On s'est vu avant et pendant le projet pour voir, comment dire, et valider un certain nombre d'éléments. Le projet est, comment dire, est en train, du moins, le dernier appel de fonds a été fait la semaine dernière. On a fait la consultation d'après-projet justement pour confirmer et valider qu'est-ce qu'on va faire après. C'est-à-dire que là, on est sur une temporalité de 6 mois, sachant qu'on a eu le Covid. D'accord? Ouais, c'est vrai que là, on était dans un contexte assez particulier parce que je pense que mais Alors, en temps normal, tu es sur 10 mois ou 3-4 mois. 3-4 mois, c'est vraiment quand il y a des travaux à faire. S'il n'y a pas de travaux à faire, en 3 mois, on se revoit et on parle de l'après-projet. Qu'est-ce qu'on fait? d'accord, d'accord. Donc, en moyenne, un investisseur peut faire 2 projets par année. En moyenne, 2 projets. Tout dépend comment c'est construit. Là encore, dans certains cas, j'ai des clients qui vont sur 2 projets en même temps. D'accord, ok, d'accord. Si c'est viable, pourquoi pas? Oui, oui, Pourquoi pas? oui. Non, ok. C'est bon à savoir. Oui, le plus important, c'est que ça soit viable. Et après, de construire avec le client, on va décider aussi une stratégie. Qu'est-ce qu'on met en place par rapport à ces 2 investissements? Ah, Et là, ça reste aussi d'un arrangement qu'on aura pris avec le client et de confidentialité du client, où on a un arrangement sur, par exemple, les montages qu'on va mettre en place et aussi la recherche de financement qui est liée à ce montage. et de toute façon, je trouve que c'est judicieux de travailler avec monsieur. J'ai pas retenu monsieur Aglaé parce que bon, il y a la partie comptable et la partie stratégie financière et je trouve que c'est intéressant de mutualiser ces compétences parce que Mhm. ça permet effectivement d'optimiser au maximum. On a travaillé ensemble maintenant depuis 3 ans. Voilà. Super. On travaille ensemble sur les projets de notre client. Et même là, on va sur des projets qui sont venus à nous en termes, par exemple, de promotion immobilière, où on va sur l'optimisation des projets de promotion immobilière de notre client. D'accord. Alors, promotion immobilière. Bon, là, on est sur des montants qui C'est sont un important. peu conséquents. En général, les promoteurs immobiliers font appel à des crédits in fine. Ça dépend. Crédit in fine, en principe, c'est ce qui est favorisé, surtout lorsque ce sont des opérations courtes, 2 ans maximum, 3 ans, tout dépend du projet. Là, nous sommes sur un projet 5 millions 5, 5 millions 5, 30 appartements. Sur le contrat de réservation, là, on va sur du in-fine. D'accord. Donc ouais, ok, j'ai compris. La personne, le particulier, je veux dire, Oui, qui veut s'acheter un terrain, construire 2 villas par le biais d'une société, ça peut être une SCCV, une société civile de construction. ça dépend. Ça dépend. Et là, lors du rendez-vous, on lui parle aussi des responsabilités qu'on a au niveau de chaque type de structure. Après, une fois le client est averti, charge à lui de prendre sa décision. La décision, ouais, d'accord. Alors, du coup, dans certains cas, on propose des montages avec holding ou pas, des montages ou encore avec SCCV et une autre société, mais c'est rarement juste une SCCV. Finalement, c'est pas viable, juste une SCCV. Ah, c'est pas, ok, d'accord, c'est pas uniquement une SCCV. Non. Il y a toujours quelque Promotion immobilière. Ouais. chose. Toute promotion immobilière, c'est rarement qui est juste une SCCV. Seulement si ce client vient avec une crédibilité directe. C'est-à-dire que lui-même, rien qu'avec son actif immobilier, il possède une crédibilité financière. D'accord, ok, d'accord. Après, il y a d'autres éléments à prendre en considération, par exemple le taux de réservation, la viabilité des personnes qui ont réservé les clients. Et c'est là que c'est intéressant aussi de passer par un courtier. Là, le partenaire qui passe par moi, clairement, et là, j'ai récupéré la liste des réservations et je dois faire une vérification de l'ensemble de la solvabilité
clients. Et de l'autre côté aussi, on fait du financement des clients. C'est-à-dire que, en soi, si le financement des clients passe, le projet n'a pas d'intérêt à ne pas fonctionner. Vous voyez? Ben, là aussi, je vois l'intérêt de travailler avec M. Aglaé. Parce que c'est Aglaé qui aurait un porteur de projet qui aurait une problématique fiscale, vous pourriez, vous, lui proposer un projet de défiscalisation pour pouvoir aller réduire ses impôts. Exactement. Ça. Et ça sera toujours, comme on disait, dans la partie ingénierie, la partie d'optimisation, on va toujours prendre en considération la dynamique patrimoniale. Et aussi les objectifs. Toujours deux éléments, deux leviers qui sont toujours pris en compte. Objectif client, dans un premier temps, dynamique patrimoniale. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi? Parce que souvent, le client, il y aura des objectifs, mais qui ne sont pas cohérents par rapport à la dynamique patrimoniale. Et vice-versa. L'idée, c'est de mettre et de vous mettre face à la réalité vis-à-vis de vos objectifs. Là, j'ai le cas de clients qui sont venus pour résoudre un problème de fiscalité, parce qu'ils, soi-disant, ils payaient beaucoup d'impôts. Suite à ça, ils m'ont parlé de situation matrimoniale, d'objectifs de vie sur du court terme et qui aura largement la possibilité de réduire l'ensemble de leurs impôts. D'accord. Par exemple, c'est une grave erreur. Chose que je peux faire et qu'on peut faire, parce qu'en soi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai la possibilité de proposer de la défiscalisation aux clients. D'accord. Le plus important, et je pense que M. Aglaé partage avec moi cette envie, c'est les objectifs clients. Toujours répondre aux objectifs clients. C'est-à-dire, et vis-à-vis, et leur faire comprendre que ces objectifs-là doivent être liés à une certaine situation patrimoniale. Une fois qu'ils ont compris, généralement, ils quittent. Ils ne fassent pas un projet maintenant, mais automatiquement, la plupart de mes clients et de nos clients reviennent nous voir parce que le projet a mûri, leurs envies et les objectifs sont beaucoup plus cohérents par rapport à leur situation et faire un investissement, que ce soit locatif, que ce soit d'ordre fiscal, reste un projet viable. Il devient un projet viable. Une question. Il y a une question orale, je te la lis. Les partenaires bancaires locaux sont plus réactifs que ceux de l'Hexagone. Alors ça, c'est une question. Travaillez-vous avec des partenaires hexagonaux? Vous avez évoqué des niches d'investissement bien abandonnées ou indivision successorale. Aujourd'hui, Air Consulting peut-il je pense que c'est proposer au club des opportunités d'affaires en la matière? Alors, là, nous sommes en train de travailler sur ça, justement, avec un partenaire. Alors, je reviendrai vers Eric et on fera peut-être une présentation autour de ces opportunités et comment, justement, identifier une opportunité et en quoi ça peut être intéressant. Tout de suite, je ne vais pas m'engager à vous donner des opportunités. À l'heure actuelle, pas tout de suite. Mais j'y travaille avec un certain nombre de partenaires. Pour les partenaires bancaires, j'en ai 2, bientôt 3, qui sont sur la métropole. En soi, tout dépend du projet en termes de réactivité. Il faut savoir que la plupart des partenaires que j'ai à l'extérieur de la Martinique sont plutôt intéressés par des projets qui sont lourds, c'est-à-dire qui dépassent les 500 000, 600 000 euros. D'accord? Ce qui, mine de rien, diminue et qui drastiquement est le type de clients qui seraient intéressés par ces financements. Et de l'autre côté, par rapport à l'autre partie, par rapport à la partie d'investissement, comment dire, vis-à-vis de la Martinique, il faut savoir que tout dépend des projets. Alors, à l'heure actuelle, il faut savoir qu'un dossier déposé en banque en termes de mission de comptage pour être traité me prenait entre 10 et 15 jours pour avoir les premières propositions. Suite au Covid et à tout le ralentissement de la machine financière, on est plutôt au mois. Chose qui va quand même plus vite que lorsqu'un client va en direct. C'est-à-dire au mois, c'est-à-dire pouvoir traiter, avoir une proposition, finir, avoir une négociation sur les taux ou un certain nombre de conditions par rapport au financement. Et ensuite passer à l'autre étape qui est la recherche de financement.
qui est la mise en place du financement. Ok. D'accord. Alors, comment nous contacter? Alors, pour le cabinet en consulting, c'est mon numéro de téléphone 06 96 80 86 19. Monsieur Pétricien pourra vous donner mon contact, hein, clairement. Il y a la possibilité d'aller sur le site internet aussi pour prendre un rendez-vous ou poser vos questions. En principe, en essayant des taux de réponse au maximum, on s'engage à répondre dans les 48 heures, c'est-à-dire même si c'est juste un appel à faire dans les 48 heures. OK? Il faut savoir que les consultations, d'autre part, se font uniquement sur rendez-vous. C'est-à-dire que pas possibilité de venir taper à la porte, prendre un rendez-vous comme ça, parce qu'en soi, nous prenons, on a de plus en plus de rendez-vous, on est de plus en plus sollicité, et par respect pour nos clients, la confidentialité et aussi comment dire, le soin de traiter correctement la demande de nos clients, tous les rendez-vous et toutes les consultations sont sur rendez-vous. Ok. OK. Bon, questions-réponses. À vrai dire, on a eu le temps de faire pas mal de questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser vos questions en direct. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. En soi, vous pouvez laisser aussi, j'ai oublié de dire ça, et des messages sur notre WhatsApp Pro. À vrai dire, on s'engage à répondre, pas le week-end, samedi et dimanche. Ça sera un peu difficile, mais en semaine, on répond dans les 24-48 heures maximum. D'accord. Sur le WhatsApp Pro, Oui, le WhatsApp professionnel, 06 96 80 le 86. numéro que tu as donné tout à l'heure. Exactement. Ah, ok. Ok. OK? Note vocale, message, mail, n'hésitez pas. Merci, super. Alors, un petit bonus. Alors, à vrai dire, avec M. Pétricien, après avoir discuté et en voulant justement et vous accompagner justement sur les projets du club, des adhérents du club, il sera mis en place un petit quelque chose pour vous. À vrai dire, alors, sous présentation justement et d'un code qu'on va mettre en place et qu'on va donner à M. Pétricien, et sur réserve aussi de vérification si réellement ces personnes-là sont dans le club, adhérents au club. En fonction des projets, on propose sur les missions de comptage, justement un geste commercial sur les missions de comptage, recherche de financement entre 10 et 15%, d'accord, qui seront clairement indiqués sur les mandats de recherche de financement. C'est une activité réglementée, n'oublions pas. Et sur les consultations d'avant-projet, sur la présentation de notre code promo, vous aurez droit automatiquement à 10 € de geste commercial pour les consultations d'avant et après-projet. Bah oui, merci. Merci. On en avait parlé ensemble. Donc, bon, de toute façon, le club, l'intérêt, c'est que les membres soient bien accompagnés, d'une part, avec des professionnels, mais qu'ils retrouvent aussi un petit caractère privilégié lorsqu'ils rencontrent des professionnels du réseau. Donc, merci pleinement. Je vois déjà des salutations, des personnes qui félicitent l'initiative. En tout cas, au club, on est dans cette logique du gagnant-gagnant. Et donc, on salue l'initiative et on prend volontiers le bonus. Volontiers, c'est avec plaisir. Donc, je pense que tu es arrivé au terme de ta conférence. Alors, voilà, félicitations. OK. Voilà. En tout cas, on va clôturer ce webinaire. Nous sommes restés pratiquement 1h30 en ta présence, en votre présence, Monsieur Aglaé et toi-même. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Ça a été un plaisir d'entrevoir un partenariat futur. Donc, merci beaucoup pour cette conférence, pour le temps, pour
la générosité. Et donc, quant à nous, au club, alors, je regarde en même temps les messages. Merci pour cette présentation. Bravo, bon week-end, félicitations. Donc, pour nous, la reprise se fera au mois de septembre en présentiel, c'est-à-dire en salle de conférence, si les conditions sanitaires nous le permettent. Et on verra, nous, comment on pourra organiser le suivi des projets du club. À vrai dire, on en discutait aussi avec M. Aglaé, peut-être sur la possibilité de faire des ateliers sur l'investissement, sur des dynamiques qu'on n'a pas forcément, si on parle d'enrichissement par un investissement immobilier. Et suite à ça, on aura le temps d'en discuter, Eric, et voir s'il y a la possibilité, par exemple, de faire des ateliers flash sur, par exemple, certaines notions et que tout le monde devrait avoir, justement, pour pouvoir avoir une bonne vision de leur investissement immobilier. Exactement. Sans rentrer forcément dans trop de détails, mais vraiment le B.A.-BA, pouvoir optimiser d'un premier regard l'optimisation d'un projet. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je prends volontiers, mais j'irai un petit peu plus loin en disant que ce serait pas mal qu'on puisse monter un atelier sur l'investissement en groupe. C'est vrai qu'il faut aller chercher les leviers là où ils sont. Lorsqu'on est à 2 ou à 3 dans un projet immobilier, on peut aller sur des projets un petit peu plus importants. Et le levier qu'on utilise est beaucoup plus important, dans la mesure où on mutualise les risques, on mutualise les dépenses, tout est mutualisé. Donc, chez nous, on n'est pas forcément habitué à le faire, mais je pense qu'avec des structures, des packs d'actionnaires, etc., il y a des choses qui peuvent se monter. On en parle souvent aux clients de ces dynamiques-là qui sont vraiment intéressantes et on pourra justement approfondir lors d'ateliers. Ça peut être vraiment enrichissant. Voilà. En tout cas, passez tous et toutes de bonnes vacances. Profitez bien. C'est vrai qu'après cette période de confinement, on a tous besoin de décompresser. Donc, passez tous de bonnes vacances. Soyez prudents. Revenez en forme. Et nous, on reprend contact prochainement. Et merci encore pour cet atelier. Merci, Monsieur Aglaé. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, Eric. Bye bye.